Des prises de risque, comme numéro 10. KB, Nueve, caviar de Modric. Mais tout ça c'est fini. Les types ont grandi, les D5 en Audi. Tu connais ces paris. Ngati Abedi, Ngati Abedi. On comptait les centimes, c'était pas pour les films. On a demandé R, on s'est débrouillé seul. Parce que dans le secteur ça n'allait pas. Un peu pour le daron, un peu pour la daronne. J'irai pas loin sans baraka. Moi, je connais mon kata et je connais mon karaté. Shoot, 3 points, curry, je peux pas rater. Je connais mon kata, je connais mon karaté. Shoot, 3 points, curry, je peux pas rater. J'suis connu tout part, le Bouka Tupac, peinture en platine, ça peut en Prada. J'suis connu tout part, le Bouka Tupac, peinture en platine, ça peut en Prada. Elle veut la fame, mais faut pas la... Sur tous les réseaux, elle fait que pénave, elle fait que pénave, elle fait que pénave. J'm'en bats les lélés, j'suis déjà rodable. J'ai connu le luxe, j'ai connu G-Av, j'ai connu interpellation au péage. T'es malayeuse, ça c'est la bédave. T'es mal le meuge, t'es mal le PH. J'suis dans le sky, j'suis dans le bar. Et dans le business, je m'épare, faut recompter à table. Faut donner mon cash, ça connaît ton adresse, ça monte à l'étage. Tu vas donner l'étal, rajouter la taxe. Euro, dollar, j'prends tout, j'm'arrache moi. J'connais mon kata et j'connais mon karaté. J'connais mon kata, j'connais mon kata. 3 points curry, j'peux pas rater. J'connais mon kata, j'connais mon karaté. 3 points curry, j'peux pas rater. J'connais mon kata, j'connais mon kata, j'connais mon kata, j'connais mon kata, tu connais moi. J'connais mon kata, j'connais mon kata, j'connais mon kata, tu connais mon kata, j'connais mon kata, tu connais mon kata. 3 points curry, j'peux pas rater. C'est chaud, écho, ça parle de moi, j'aime trop. C'est chaud, écho, ça parle de moi, j'aime trop. C'est chaud, écho, ça parle de moi, j'aime trop. C'est chaud, écho, ça parle de moi, j'aime trop. Tu sentais pas de ouf là? Soirée capou. Tu vas danser un peu plus gueule. Donc on en déduit que c'était fatalement, on ne peut pas lire un texte d'une traite. Donc fatalement, celui qui disait faisait des pauses. Mais n'étant pas guidé, c'est pas évident. Tandis que la ponctuation dit. Alors, donc à l'oral, on a l'intonation. Et puis donc les pauses, plus pauses, je suis assez d'accord pour rajouter, mais bon, on va se concentrer sur l'intonation. Vous avez quoi d'autre qui est important pour définir la phrase? Le verbe conjugué. Alors, la notion de verbe est importante. On va y revenir. Je pense que quand on avait discuté au début, vous aviez tous pensé au verbe, et puis après on a dit mais il y a aussi des phrases averbales, etc. Mais je pense que vous avez tout à fait raison que c'est important. Il y a quoi d'autre? Mais oui, le sens. Alors, sens complet, sens pas complet, ça on affinera. C'est pas, on a vu que c'était pas évident. Est-ce que ça doit être un énoncé autonome, la phrase, ou est-ce que finalement ça peut fonctionner dans un texte, ça fonctionne dans un texte, en relation avec d'autres énoncés, c'est-à-dire ce qu'on appelle un contexte de droite et un contexte de gauche. Le contexte, donc vous avez une phrase, là, elle commence par une majuscule, et puis là vous avez le contexte, donc si je me positionne comme ça, de gauche, et là le contexte de droite. Donc peut-être qu'elle tire son sens justement du fait d'être dans cette trame textuelle. Donc ça c'est toute la difficulté. Est-ce que la phrase est autonome, est-ce qu'elle ne l'est pas? Et puis donc, le sens, et il y a un dernier critère qui est l'acceptabilité, sur laquelle j'avais déjà parlé un petit peu, mais je vais y revenir pour la définir de façon plus complète. Donc je vais passer vite, puisqu'on a déjà fait. Mais il me semble qu'à partir de ces critères, on peut reprendre un certain nombre de ces phrases et puis les considérer différemment de ce qu'on a fait à la fin de la séance précédente. Alors, donc je reprends le premier, la ponctuation. Vous l'avez dit, dans la définition de la phrase, elle joue un rôle déterminant. Ça, tout le monde est d'accord. Et c'est son absence, donc je reprends les phrases et puis je les connais en même temps. Vous voyez, c'est son absence qui fait hésiter à caractériser un comme une phrase. Puisqu'il y en a beaucoup qui m'ont dit non, c'est pas une phrase. Il n'y a pas de point, donc il y a une majuscule. Alors que deux, c'est exactement la même phrase, sauf qu'il y a un point final. Vous avez tout dit, c'était une phrase. Et
j'ai envie de dire que sa présence permet de transformer un simple mot en phrase. Regardez 4. Pierre, pas de ponctuation, c'est pas une phrase. 5. Pierre, on peut, certains m'ont dit oui, ça peut être une phrase. Donc, vous voyez, elle est très importante, c'est exactement pareil pour 3. Aïe. Aïe, il y a une ponctuation. On a hésité, certains n'étaient pas d'accord pour dire que c'était une phrase, mais d'autres, en revanche, ont dit que c'était une phrase. Et s'ils ont dit que c'était une phrase, c'est bien parce qu'ils ont fait des ponctuations. Alors ça ne se réduit qu'à un seul mot. Aïe. Voilà. Oui, il fait son en lui-même, mais on peut hésiter. Et il y a quelque chose aussi qui est important, et vous l'avez dit, l'absence de ponctuation, elle n'est pas ressentie de la même façon en fonction du genre du texte. Donnez-moi une phrase qui vient de dépourvue de ponctuation, peut sembler être une phrase. Vous l'avez dit, on l'a vu. Mais oui, la phrase de Prévert, c'est ça. La phrase de Prévert. Donc vous voyez, en fait, on perçoit beaucoup plus facilement la phrase 7 comme une phrase, alors que d'autres qui n'ont pas de ponctuation ne sont pas perçues comme des phrases, parce que, pourquoi ? Parce que oui, on reconnaît au poète le droit de ne pas ponctuer. De même qu'on peut reconnaître au romancier le droit de ne pas ponctuer. C'est comme si la fonction, l'aura dont les écrivains sont entourés, donnait le droit de ne pas ponctuer. Vous en déduisez quoi? Si vous deviez étudier cette phrase, vous étudieriez l'absence de ponctuation comme à quel point de vue? Là, on fait intervenir un autre critère. Oui, au point de vue stylistique. Là, on en ferait quelque chose, on en donnerait une interprétation stylistique. Donc, le poète a le droit de ne pas ponctuer. En revanche, 8, le ciel est bleu, les oiseaux chantent, le soleil brille. Là, on n'a pas envie de dire que c'est une phrase. En plus, ça pose un autre problème. Pas de ponctuation, et puis Il n'y a pas de rupture. il n'y a pas de rupture, et puis une phrase, deux phrases, trois phrases, trois verbes. Il n'y a pas de ponctuation, etc. Donc, est-ce que là, on peut vraiment même hésiter là-dessus. Donc, si vous voulez, en fait, on peut dire qu'il y a, ça c'est important comme critère, il y a autant de phrases que d'unités de ponctuation. Vous voyez, pourquoi est-ce qu'on peut dire que 13 constitue une phrase alors que 14 en constitue deux? Pourquoi? Pourquoi 13 est-il considéré comme une phrase et 14 comme deux? Parce que dans la 13, on a ajouté la coordination. Alors, dans la 13, on a la coordination et surtout, mademoiselle, je vais reprendre ce que vous me dites. Écoutez-moi bien. Il est tombé point et majuscule, ça fait mal. J'ai la coordination et pourtant vous me diriez que j'ai deux phrases. Alors, c'est donc pas la coordination qui fait la phrase, c'est la ponctuation. Vous voyez, vous le sentez intuitivement. Donc, là, ça pose un problème. En fait, quand on travaille sur les phrases, il faut distinguer les phrases qui constituent une unité élémentaire et les phrases qui sont décomposables en phrases plus petites qu'on appelle des propositions. Au début, le terme de proposition n'existait pas avec ce sens-là. Au début, on parlait de phrase. Et puis, on s'est rendu compte que phrase avait une extension trop grande. Et donc, à l'intérieur de la phrase, il était possible de distinguer des phrases plus petites, mais qui n'étaient plus des phrases. À partir du moment où on dit qu'une phrase, ça commence par une majuscule et ça termine par une ponctuation forte, bah, si je n'ai pas de points pour séparer mes phrases, si je puis dire, bah, ça ne marche pas. Donc, on a créé le concept de proposition dès lors qu'une phrase est décomposable en unités plus petites. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et vous voyez que 13 est décomposable en combien d'unités? 2. Donc, ce qu'on appelle phrase, c'est une grande unité qui est délimitée par une majuscule. C'est ça qui est fondamental pour la ponctuation. Donc, on appelle phrase la grande unité délimitée par le majuscule
et un signe de ponctuation fort. Mais on appelle phrase aussi les petites unités qui la composent à l'origine. Et la grammaire a décidé d'appeler ces petites unités des propositions. Sinon, c'était extrêmement compliqué. Alors, deuxième critère, c'est l'intonation. Alors, oui, on appelle phrase la grande unité délimitée par la majuscule, par une majuscule et un signe de ponctuation fort. Et les petites unités qui la composent sont appelées des propositions. Vous voyez, j'y vais doucement vers la proposition. Alors, l'intonation, elle est importante. Donc, j'ai envie de dire, est-ce que vous la voyez, l'intonation? D'ailleurs, c'est horrible ce que je dis. Est-ce que vous voyez l'intonation? Qu'est-ce que vous devez me dire? Il faut que vous entendez. Évidemment, l'intonation, c'est quelque chose qui touche sur du jour à fin. Et là, vous n'avez que des exemples écrits. Mais n'oubliez pas que la ponctuation, elle est là pour mettre des pauses, mais elle est là aussi, c'est un signe écrit, c'est une tentative pour représenter graphiquement l'intonation. Regardez. Lisez-moi ça. Vous décidez de me lire en c'est beau. Moi, j'essaie de lire c'est beau. Non, c'est beau. Qu'est-ce que vous mettriez là? Maintenant, c'est beau. Donc, vous voyez, à l'oral, une phrase sans signe de ponctuation, elle est incomplète. Je ne peux pas savoir si c'est une phrase exclamative. Au niveau de ce qu'on appelle des types de phrases, exclamative, interrogative, déclarative, j'en sais rien. Donc, l'intonation, c'est une tentative pour représenter graphiquement, la ponctuation, pardon, c'est une tentative pour représenter graphiquement l'intonation. Et bien justement, regardez la phrase 1. Ma nièce court après sa balle. Si je fais tomber ma voix après balle, c'est bien une phrase. Donc, vous voyez, là, vous avez pris, quand je vous ai dit est-ce que ce sont des phrases, vous avez pris pour seul critère, vous les avez considérées avant tout comme des phrases. Est-ce que ce sont des phrases au niveau de l'écrit? Vous avez oublié de prendre en considération l'oral. Et on l'a vu dans les définitions du dictionnaire de l'Académie. L'oral a été pris, au début, une façon de parler. On avait dit non, là, ça ne va pas, ils ne prennent que l'oral en considération. Mais après, ils ont revu, pour leur prendre que l'écrit en considération, et après, la définition était quand même un peu plus subtile. Maintenant, regardez, j'aimerais, vous voyez, cette phrase 1, ma nièce court après sa balle. Si j'ai une intonation neutre, on a l'impression que la phrase est inachevée. Hein? Donc, là, où j'ai une pause, ou alors je monte, ma nièce court après sa balle. Là, vous en déduisez que c'est une question, et c'est bien une phrase. Vous en déduisez à l'oral que c'est une phrase. Maintenant, regardez la phrase 7. Reprenez la phrase 7. À la phrase, j'en sais rien, j'ai la phrase. Qui me le lit? Qui me la lit? Allez-y, on vous écoute. C'est un symbole de Reims que j'ai connu en Bourgogne. C'était un jour de fête, le 2 5 juillet 1939. Un jour de fête. Vous voyez, vous avez marqué des pauses. D'accord? Vous m'avez dit c'est à Saint-Paul de Vence que j'ai connu André Verdet. Donc là, vous avez fait tomber votre voix. Donc c'est une première phrase. Donc vous voyez bien que l'intonation, elle délimite des unités sonores et ce sont ces unités qui vont constituer les phrases. Ça, c'est important. On pourrait... Bonjour, est-ce qu'il vous resterait un peu d'écoute? Donc, vous voyez, c'est important. Cette dimension orale, fatalement, vous l'occultez. Parce que, effectivement, les exemples sont écrits. Vous n'étiez pas là la semaine dernière? Non, je vous ai écrit. Ah, c'est vous qui m'avez écrit. Oui. Et vous, mademoiselle? Alors, donc, c'est quelque chose d'important. Maintenant, on va observer le critère du verbe. Alors, pour beaucoup de sujets parlants, il n'y a de phrases que s'il y a bon. Ça, on l'avait vu dans les tâtonnements définitionnels. Donc, on peut se demander si 9 et 10 sont des phrases. Reprenez 9, reprenez 10. Est-ce que ce sont des phrases?
phrase. C'est excellent ce qu'il a fait. La liberté, un beau mot. Ben oui. Intuitivement, alors on peut. Il y en a qui vont m'objecter, qui vont dire bon, il n'y a pas de verbe parce que pour eux, le verbe c'est important. Mais quand même, je pense que pour la majorité des sujets parlants, la présence d'un verbe n'est pas obligatoire. Mais attention, ça nous oblige à introduire un sous-placement dans les phrases, une sous-typologie. Il y a des phrases avec verbe et il y a des phrases sans verbe. Ça existe, la phrase verbale qu'on appelait la phrase verbale ou la phrase averbale et la phrase averbale qu'on appelait avant nominale. Phrase averbale ou nominale. Nominale, on voit tout de suite en quoi c'est gênant parce qu'on associe ça au nom. La morphologie nominale, alors ne vous y trompez pas. Quand par exemple, moi j'enseigne l'ancien français et quand j'enseigne l'ancien français, on fait la morphologie nominale. Dans la morphologie nominale, on inclut le nom, donc la déclinaison, vous êtes latiniste, donc vous savez ce qu'est une déclinaison, c'est tant mieux. Donc on inclut la déclinaison du nom, et même en latin, c'est qu'on fait la même chose, et on inclut aussi la déclinaison de l'adjectif. Mais pour le commun des locuteurs, nominal, ça renvoie au nom. Or, vous savez très bien qu'une phrase averbale peut être constituée éventuellement par exemple d'un adjectif ou d'un adverbe. Donc c'est trop réducteur dans la représentation grammaticale des notions. Donc c'est pour ça qu'on préfère averbal. Et alors, regardez, pourtant, la phrase 11, alors pour le locuteur, il y a des sujets parlants qui sont extrêmement sensibles à la présence d'un verbe qui considère comme un critère indispensable pour avoir une phrase, même si ce n'est pas tout à fait juste. Et pourtant, est-ce que la phrase 11 est une phrase? Enfin, est-ce que l'énoncé 11, puisque si je vous dis la phrase 11 est une phrase, c'est incorrect, est-ce que 11 est ressenti comme une phrase? Alors, qui me dit non? Moi aussi, j'ai envie de dire. Allez, alors, ceux qui me disent oui, ça m'intéresse. Donnez-moi l'interprétation. Ah, je suis pas d'accord. Pierre, vous appelez Pierre, vous appelez Pierre. Remettez-moi, je veux chaque sac si vous donnez les explications qui tiennent la route. Vous ne pouvez pas me dire Pierre c'est une phrase, mais donc pleurer c'est une phrase. Ça porte des porteurs de sens, pleurer. Voilà. Et parce que ça commence par Tout de suite. Alors, ça voudrait dire que le seul critère, le critère minimum pour avoir une phrase, c'est ça commence par une majuscule et ça termine par une ponctuation forte. Si je vous suis. Et aussi ça donne un sens. Alors, quel est le sens? Donnez-moi. Pleurer, c'est un sens. Oui, mais attendez, tout a un sens. J'ouvre le dictionnaire pour n'importe où, vous êtes bien d'accord avec moi que ça a un sens. Maintenant, une phrase, c'est pas un mot. Ça peut être un mot, mais là, donnez-moi un sens. Pleurer en question convoque un sujet qui peut être inclus dans. Ah oui, mais pas l'infinitif. Monsieur, ce serait valable si c'était des impératifs. Là, je suis tout à fait d'accord. Je ne sais pas, moi, je vois quelqu'un, je lui dis, bon, bah, allez, pleurer. Alors, plutôt, mettons, impératif, là, c'est bien une phrase, vous êtes d'accord avec moi. Manger, c'est une phrase. Manger ER. Non, mais un sujet universel, pas au sens personnel. Non. Pas au sens personnel, mais au sens d'un sujet, enfin, pas forcément pensant, mais donc là, qui serait agissant dans une situation. Je vois où vous voulez aller. Par exemple, ne pas fumer. Ne pas fumer, c'est pas un sujet universel, c'est un sujet qui n'est pas personnel, c'est-à-dire il n'est pas dirigé vers quelqu'un. Oui, universel, je veux bien, mais c'est un. Vous savez, dans les injonctions, l'infinitif, on appelle l'infinitif prohibitif. Ne pas fumer ou. Je sais pas moi. On a aussi des. Là, je suis d'accord avec vous. On a aussi des infinitifs à la forme affirmative pour donner des ordres. Alors, non fumer, non, on va pas obliger les gens à fumer, ne pas fumer. Donnez-moi des exemples. Mais être ou ne pas être, par exemple, ce serait justifié uniquement par le style de l'auteur ou.
être ou ne pas être tout seul, là on se libère de toute l'intersexualité, Shakespeare et compagnie. Il faut être ou ne pas être. Ellipse du verbe, ellipse de la propre, voilà. Mais c'est pas faux ce que vous me dites. Il y a des infinitifs justifs qui sont tout seuls. Et ce que vous me dites serait vrai, par exemple, dans un état comme l'ancien français. Avec un ancien français, donc on a plein d'infinitifs qui donnent des ordres, mais qui sont dirigés vers quelqu'un de précis. Par exemple, dans les recettes aussi, Mélanger, point. mais Voilà. je sais pas si c'est Oui, mélanger. Mettez du lait avec de la farine, point, mélanger, point. Et du coup, là, Mettre du lait, parce que si je dis mettez, ce sera mélanger le Z. Mettre du lait avec la farine, point, mélanger ER. Je sais pas moi. Cuire 30 minutes, là comme ça vous sentez bien l'infinitif parce que ER ça peut être Z. C'est vrai. C'est vrai. Mais du coup, c'est toujours pas autonome, ça a un sens que dans son contexte. Et là, Voilà. pas de contexte. Ça dépend, oui. Alors, et donc, on est ramené à notre problème de la semaine dernière. Je vous avais parlé du non-prophrase. Tu viens du non-prophrase, c'est-à-dire un mot qui équivaut à une phrase. Tu viens, non. Est-ce que non tout seul a un sens? On ne peut pas fonctionner de façon autonome. Il prend son sens parce qu'il est réponse. Alors, ça, si ça vous intéresse, on entre dans ce qu'on appelle, moi c'est une des branches de la linguistique que je préfère, on entre dans le domaine de ce qu'on appelle la pragmatique, c'est-à-dire les effets du langage. Ça, si ça vous intéresse, il faut lire les écrits Ducrot sur la négation. Et alors, il part du principe que tout énoncé négatif a forcément un présupposé. Même si ce n'est pas une réponse, vous dites une phrase négative, ça présuppose un énoncé affirmatif. Alors, il fait une démonstration linguistique qui tient vraiment la route. Mais vous voyez, ça a donné lieu à de véritables études parce que c'est une question. Là, je vous pose des questions, n'attendez pas de moi une réponse. Les linguistes ne sont pas d'accord. On ne va pas là trouver la solution. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est de pouvoir envisager la grammaire autrement que la bonne grammaire normative, la petite grammaire scolaire, etc. Alors, je sais bien que vous n'êtes qu'en première année. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'à la fin du semestre, vous ayez eu un cours complet et vous l'aurez sur la proposition, ça c'est mon travail, mais qu'en même temps, vous commencez un petit peu à réfléchir autrement que... En plus, vous êtes des latinistes, vous avez une sensibilité à la grammaire, je ne dis pas ça pour vous flatter, je ne suis pas des malheurs. Donc, mais vous avez une sensibilité à la grammaire que tous les étudiants d'être n'ont pas. Donc ça, c'est important. Donc il faut vous en servir de ça. Mais il faut vraiment se poser des questions. Monsieur. Pour revenir sur pleurer, donc là j'avais vu un texte de théâtre, du théâtre contemporain, où à un moment donné on décrivait l'état d'un personnage, et on disait pleure, il pleure, pleurer. Et dans ce contexte, il y avait des points à quasiment à chaque mot, et pourtant ça donnait du sens, puisque l'acteur il disait au personnage en question pleurer. Enfin, Oui, je comprends. Mais... Et des ondes, on peut considérer dans ce sens, oui, ça revient au contexte, mais on peut considérer dans ce sens. C'est de la mise en scène, juste ça. pleurer, point, ça doit être une phrase. Le débat reste ouvert. Mais je ne suis pas du tout contre ce que vous me dites. Mais voyez, ça mérite quand même... Mais oui, ça revient au contexte pour le coup. Voilà. C'est un contexte. C'est un contexte. Alors, le problème est suivant. Est-ce que la phrase est-ce que pour être une phrase, il faut avoir un sens en soi? Ou est-ce qu'on admet aussi une phrase, qu'est une phrase, un énoncé qui va prendre son sens du contexte, c'est-à-dire du contexte de droite, de gauche ou des deux? Et là, ça mérite d'être posé. Si. Que en soi, les phrases d'auteur, on ne peut pas parler de phrases d'auteur en théorie. C'est pas forcément une phrase d'auteur, c'est dès lors qu'une phrase est dans un texte. Mais la conversation, c'est aussi un texte, un échange. Ce que je vous dis là, ça n'a d'intérêt, ce que vous me dites là, ça n'a d'intérêt parce qu'on échange. Vous voyez, ça prend son sens, non, j'ai mal dit, ça prend son sens de notre échange. Mais toutes les phrases prennent leur sens de l'échange. Après, oui, je suis d'accord avec vous, est-ce qu'une phrase... Mais ceci étant, est-ce que toutes les phrases prennent leur sens d'un échange? On se balade,
des maisons, puis voilà, la maison est belle. Donc là, ça prend son sens de la situation. Vous voyez, c'est encore autre chose. Hein. Et là, il a lisé un article défini. En fait, c'est déjà en situation. Tout à fait, obligé. On est dans des... Je suis d'accord avec vous. Mais finalement, le problème, il se pose très fréquemment, rien que par l'utilisation de l'article défini. L'article défini, À part quelque chose qui est défini ou par le contexte lui-même, si par exemple j'ai une relative derrière, le chevalier qui est à cheval, ou un complément du nom, c'est ça qui permet de savoir à quoi ça réfère, ou alors c'est un objet qui a déjà été présenté dans le discours sous la forme d'un article indéfini. Une femme passait devant moi, la femme, ou cette femme, ou la femme portait un pantalon bleu. Donc ici, dit la femme portait un pantalon bleu sans référence, vous n'allez pas savoir de quoi je parle. Mais là, il me semble que l'article défini, c'est encore autre chose. Mais tout ça, c'est imbriqué, vous avez raison. Ça pose un problème de la référence. Bon, on clôt là parce que sinon on est encore bon. Mais c'est très intéressant. Alors, le verbe. Donc, le verbe, là, ça reste entier. Le sens. Alors là, c'est intéressant. Donc, et ça transparaît de nos échanges, je pense que pour la plupart des sujets parlants, la présence d'un verbe, elle est quand même secondaire par rapport au sens. Ce qu'il faut, c'est que l'énoncé, pour être une phrase, il me semble, ait un sens. Alors, regardez les séquences 9 et 10. Vous voyez qu'elles constituent une phrase parce qu'elles ont un sens qui est clair. Hein, excellence au café, la liberté en beau mot. D'accord? Alors, il y a un problème, il y a une analyse que j'ai déjà formulée la fois dernière et que je viens de formuler là il n'y a pas longtemps. Il y a certains linguistes, grammairiens, on peut exagérer, c'est quand même pas de l'analyse, mais il y a certains grammairiens qui considèrent que 9 et 10 sont des phrases verbales, mais avec, j'ai employé le mot déjà, avec ellipse du verbe. C'est-à-dire qu'il y a un verbe sous-jacent. Alors, Verbe d'état. ellipse du verbe, donc ce serait une proposition elliptique du verbe. Là aussi, vous voyez, de temps en temps, je ne vais pas vous faire de cours linguistique, je sais très bien que c'est un cours de première année, mais c'est intéressant. Il y a des théories linguistiques sur les structures de l'énoncé, et il y en a qui disent, oui, il y a la structure, la structure profonde, c'est-à-dire qu'en structure profonde, ce qui ne se voit pas, mais il y a un verbe. Le verbe, il est là, mais il est caché. Et puis en structure de surface, voilà. En structure de surface, il n'y a pas de verbe. Donc, vous voyez, on pourrait hésiter. C'est comme quand on travaillera sur la proposition comparative. Il est grand comme son père. Est-ce que comme son père, c'est un complément circonstanciel de comparaison, ou est-ce que c'est une subordonnée de comparaison? Ben non, parce que ça pourrait être avec l'ellipse du verbe. Il est grand comme son père est grand. Mais comme on répugne à répéter 2 fois le même mot dans une phrase, stylistiquement, on n'aime pas la répétition. On considère ça comme une lourdeur stylistique. Donc, on va avoir une ellipse. Donc, vous voyez, on est dans ces problèmes-là. Alors, prenez la phrase 16. Là, j'en suis au sens. Une mésange allumée remplissait la serviette du camion. Vous voyez, c'est comme l'Oulipo, vous avez entendu parler de l'Oulipo. Droit de la littérature présidentielle avec le un exercice qu'ils aimaient beaucoup, c'était le Kavabowski. Il y en avait un qui écrivait un mot sur un papier, on le cachait, on le passait au voisin, il écrivait, et puis ça donnait des phrases complètement. Des phrases sans aucun sens. Sans aucun sens, sinon un sens surréaliste. On peut quand même expliquer il y a une figure, je ne souhaite jamais tomber à un concours d'enseignement sur un texte surréaliste. Avec la stylistique, on s'en sort. L'intérêt de la stylistique, c'est qu'on sort en dessous de n'importe quel texte. Mais c'est compliqué. Mais on arrive quand même à interpréter ces textes-là. Donc ici, on pourrait très bien faire une analyse stylistique, mais là, je ne sais pas comment on dirait, mais enfin bref. Mais vous voyez, donc là se pose vraiment le problème. Elle commence par une majuscule, donc elle respecte toutes les règles de construction. Regardez, on a un déterminant qui actualise un substantif, qui est lui-même déterminé
par un adjectif qualificatif, enfin par participe passé qui a valeur d'adjectif épithète. Ensuite, on a un verbe, voilà, et ce verbe qui est un verbe transitif direct est suivi par un complément d'objet direct qui est lui-même déterminé par un complément du nom. Donc, grammaticalement, c'est impeccable. Au niveau de la ponctuation, c'est impeccable. Ponctuation de mots avec la majuscule à une, en finale. Et pourtant, ça vous avez tiqué. Quand je vous ai dit est-ce que c'est une phrase, certains m'ont dit oui, d'autres m'ont dit non. Donc, est-ce que là, est-ce que d'avoir une bonne construction, d'avoir toute la bonne ponctuation suffit pour faire une phrase? J'en sais rien. Et puis, retenez aussi qu'il est possible parfois, en reconstituant, en construisant un contexte adéquat, d'attribuer un sens à une séquence et de dire qu'on a affaire à une phrase. Regardez le 6, la phrase 6. Regardez la phrase 6. Imaginez une situation où je suis en train de construire un mur. D'accord? Je suis en train de construire un mur. Et puis, on fait une chaîne humaine. Il y a un tas de pierres. Et à chaque fois que j'ai posé une pierre, je demande pierre. Et on me pose une passe. Là, on en est exactement venu au point de départ. Ça n'a vraiment de sens que dans un contexte. D'accord? Mais ça a quand même un sens. Si vous êtes à côté de moi en train de construire le mur et que je vous dis pierre, et que vous allez faire, vous allez me passer la pierre. C'est la pince du chirurgien. Bien que ça a un sens. Oui, c'est la pince du chirurgien en train d'opérer. Pince. Voilà. Mais voyez comme c'est compliqué, enfin comme c'est insoluble, pas compliqué, puisqu'on est bien capable d'exposer le problème, mais c'est complètement insoluble. Parce que dans un texte, il y aurait Pierre avec une majuscule, mais pas un Pierre. Ça dépend. Oui, là. Je suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. À chaque fois que vous me passez une pierre, j'en sais rien, ponctuation, maîtresse, j'en sais rien. Imaginez que vous êtes un écrivain et que vous décrivez cette scène. Il y a une ellipse, il y a quand même une ellipse. Passe-moi une pierre. Oui, il y a une ellipse. Il y a le verbe passer, donc, par exemple. Une majuscule. Là, j'en mets dans Excellence Café, alors que l'ellipse, c'est Excellence Café. Mais là, pierre. Passe-moi une pierre. Si on peut montrer la machinalité du travail. Le caractère systématique. Oui, le caractère Pierre. systématique. Ouais. Non, mais c'est compliqué. C'est d'autant plus compliqué que vous savez très bien que la ponctuation est absolument normée. Il y a des normes. On les enseigne dans les programmes, si vous prenez les programmes scolaires. D'ailleurs, il y a un syndicat qui vient de proposer aux professeurs de 4e, 3e de ne plus enseigner point virgule. Alors que le point virgule, c'est extrêmement utile. Je vous le dis peut-être pas, mais quand vous écrivez un mémoire en vitesse, vous verrez à quel point le point virgule est un signe de ponctuation utile. Dans tous les cas, la ponctuation, c'est extrêmement normé. Mais que font les écrivains? Ils n'arrêtent pas de jouer avec la ponctuation. Ils ne mettent pas forcément de majuscules après un point, etc. Encore une fois, je vois des romans contemporains qui sont écrits sans respecter la ponctuation. Je ne parle pas de poésie. La poésie a plutôt une licence poétique, mais même des romans. Donc ça complique notre affaire. Mais c'est le sens que vous voulez. Vous êtes trop rationnel. Vous voulez forcément que ce soit oui ou non. Je ne veux pas rentrer dans cette logique. Mais allez-y, allez-y. Ce que je veux dire, c'est que c'est forcément. Est-ce que l'auteur, si on décrit la scène que vous imaginez, l'auteur peut forcément donner un sens en écrivant pierre sans majuscule, sans son point, et juste en mentionnant les pierres. Oui, mais il y aurait peut-être, alors là, on pourrait très bien commenter l'absence de majuscule comme un effet stylistique, pour justement le caractère systématique, monsieur. Non, juste une remarque pour ce qu'il dit. Effectivement, si on revient au surréalisme, il y a de l'écriture automatique aussi. Donc là, ça pourrait être issu de ça, quoi. Et à la limite, après tout, pourquoi c'est pas les mots? Pierre, pour montrer. On pourrait, stylistiquement, là je m'écarte. Mais stylistiquement, on collerait les mots pierre pour montrer justement que cette activité, c'est comme. Vous avez vu le film avec Charlie Chaplin, là, quand il est dans le oui, voilà. Et ben voilà, toutes ces mécaniques. Et ben, ça pourrait être graphiquement, je transcris le caractère mécanique de l'action. Vous voyez, il n'y a même pas. C'est pour ça indiqué qu'il n'y a même plus de pause entre mes actions. Je deviens une simple machine à poser des pierres. Après, on peut, et on en a joué, enfin pas moi, mais les écrivains en jouent de ces effets-là. C'est ça qui est intéressant dans la ponctuation. C'est que ce n'est pas
seulement une norme. Enfin, il y a des normes, certes, mais on peut vraiment jouer avec ces normes. Mademoiselle. Pour remplacer une phrase, toujours une phrase, même si elle n'est pas forcément précise, ne correspond pas forcément à la thème de Alors, donnez-moi un exemple. Parce que je peux dire, dire une phrase qui ne correspond pas à la chose qu'elle décrit, je dis à un homme je t'aime alors que je ne l'aime pas, là je suis dans cette optique-là. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Non. Bon, donnez-moi un exemple. Par exemple, dans la phrase 16, vous avez raison, en soi ça ne veut rien dire. Après on peut l'interpréter. Mais littéralement parlant, allez, là on n'entre pas dans l'interprétation. Une mésange allumée, ah tiens, mais si ça peut, une mésange allumée, ça peut vouloir dire quelque chose. Une mésange qui chante, par exemple. Oui, ou alors, allez, une mésange allumée, je fais une pièce de théâtre et les personnages se sont déguisés, n'importe quoi, par la technique. Les personnages se sont déguisés en oiseaux. Et il y en a une qui est complètement allumée au sens figuré. Alors après, la serviette du camion, j'ai du mal. Quand même, là, j'ai du mal à imaginer la scène. Mais c'est le problème, mademoiselle, on est renvoyé. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, est-ce que c'est une phrase malgré cette absence de conformité au réel? J'en sais rien. Je n'en sais rien. Si l'on adopte l'approche de la grammaire descriptive comme... Vous l'aimez, vous, la grammaire. Non, mais, j'ai remarqué déjà la semaine dernière. Comme j'ai l'impression que nous le faisons un peu, ne peut-on pas considérer finalement que tout énoncé est une phrase? Mais donc, dans ce cas-là, cela relèverait plutôt de l'approche choisie entre la grammaire normative et celle des descriptives. C'est pas moi, je pense que à partir du moment, alors c'est pas que tout énoncé est une phrase, à partir du moment où on quitte la langue c'est dictionnaire, d'accord? On quitte la langue pour rentrer dans le discours, est-ce que tu es une phrase? Voilà. Peut-être. Je ne sais pas si c'est un problème de normes, de descriptive. Je pense qu'il faut sortir de là. Je pense qu'après, c'est l'utilisation qu'on en fait. Donc, dès lors que je passe en vie. Mais c'est vrai. Justement, la grammaire descriptive, elle a lieu parce qu'elle se donne à voir ce qui se passe dans le réel, mais qui n'est pas normé. Alors que la grammaire prescriptive. On va dire normative. Normative. J'aime mieux, parce que prescriptive, ça a un côté un peu. L'académie. Oui, je suis d'accord. L'académie est peut-être plus prescriptive. Ça donne des normes, allez, on va être gentil, on va être gentil. Mais je ne vois pas pourquoi, dans ce cas-là, le sens ou le verbe rentre en compte dans. Comment on se pose le problème? On se pose la question, c'est justement l'objet de ce petit débat que nous avons ensemble pour nous introduire à la phrase. Pourquoi est-ce qu'on a mentionné ces critères-là? Parce qu'intuitivement, vous nous avez donné, et je suis tout à fait d'accord avec vous, les attendais, parce que quand même, dans l'imaginaire collectif, voilà ce qu'est une phrase. Il faudrait faire des sondages, demander, faire des petites enquêtes, puis des sondages, et puis dire aux gens, voilà, est-ce que vous considérez que pour être une phrase, il faut que ça commence par de majuscule, il faut que ça ait un sens, il faut que ça ait un verbe, et puis on pourrait faire des pourcentages, et puis voir. Là, ce serait intéressant. Ça nous permettrait de savoir comment collectivement, ce qu'on considère collectivement comme une phrase. Alors, il y a toujours ceux qui ne vont pas être d'accord, etc., mais il y a quand même, on est dans une sorte d'imaginaire de la langue aussi. Donc ça fait une idée de la langue. Parce que, moi, je trouve quand même intéressant de garder l'espèce de dichotomie entre la grammaire descriptive et la grammaire normative, puisque par exemple, si l'on prend le grec ancien ou le latin qui n'était pas normé à l'origine, on se rend compte que l'introduction, par exemple, de la ponctuation plus tardive est ici justement
le moment où la langue a été normée. Et donc, finalement, ce que l'on observe dans la grammaire plus ancienne ne relève que de la grammaire descriptive. Alors, là où je ne suis pas du tout d'accord, c'est quand vous assimilez l'introduction de la ponctuation au moment où la grammaire est normée. Pas du tout ça. Non, mais c'est pas Historiquement parlant, non, mais il n'y a pas de coïncidence. Hein. La ponctuation, d'ailleurs, c'est l'objet du cours qui vient là. La ponctuation, elle correspond. Elle va être ensuite, il va y avoir normalisation de la ponctuation. Mais à l'origine, c'est pas parce qu'on ponctue qu'on va normer la langue. Attention, je ne sais pas si je vous ai bien compris, mais. C'est parce que j'avais surtout pour référence, par exemple, le grec ancien avec une ponctuation très artificielle sur même, par exemple, le point-virgule français, ou en tout cas qui est utilisé dans un grand nombre de langues contemporaines, qui n'a pas le même sens en grec ancien, alors même qu'il n'avait même pas de ce sens-là à l'origine, puisqu'il n'était pas. Et donc, c'est pour ça que je pensais à la norme, effectivement, de ce point de vue-là, qui artificialisait complètement la ponctuation. On va étudier la ponctuation et on en reparlera. D'accord? De ça. Alors, j'avance quand même un peu, si vous permettez, mais c'est très, très intéressant toutes ces discussions. J'aimerais aussi, oui, donc, pour en terminer avec le sens, je pense qu'il faut distinguer les phrases qui sont interprétables. Après tout, on pourrait dire qu'il y a deux types de phrases. Celles qui sont interprétables de façon autonome. Si je vous dis deux, ma nièce court après sa balle, c'est interprétable de façon autonome. Et puis celles qui doivent être imaginées comme éléments du dialogue, éléments d'un dialogue à l'intérieur d'une situation qui leur donne un sens. Par exemple, 6, Pierre, ou bien 12, non. Donc ça, peut-être que ça nous permettra d'éviter, si vous voulez, cette dichotomie-là, nous permettra d'éviter ce moment où on achoppe sur est-ce que ça a un sens, est-ce que ça n'en a pas. Donc, phrases qui, au niveau du sens, sont interprétables de façon autonome, comme la 2 ou la 9. Vous voyez, là, je m'en moque, il y a un verbe qui n'en est pas. Et puis, celles qui doivent être imaginées comme élément d'un dialogue à l'intérieur d'une situation, qui donne le sens comme la 6 ou la 2. Alors, pour avancer un peu, eh bien, le sens débouche sur la question, ou pose la question de l'acceptabilité. Dans acceptabilité, vous avez acceptable. Donc, il y a un critère qu'on avait vu, qu'on a abordé déjà. Est-ce que pour être considéré comme une phrase, un énoncé, c'est quoi être acceptable? C'est correspondre à l'idée qu'on se fait d'une phrase. Et comme on ne sait pas tout sur l'idée de la phrase, donc est-ce que pour être considéré comme une phrase, un énoncé doit obligatoirement correspondre à l'idée que l'on se fait à une époque donnée? Attention, on n'a pas eu la même idée de la phrase du 17e au 20e. Donc, un énoncé doit-il obligatoirement correspondre à l'idée que l'on se fait à une époque donnée, dans un lieu donné, de la bonne phrase, ce qu'ils appellent bonne phrase finalement les académiciens, ou de la phrase acceptable? Alors, c'est quoi une phrase acceptable? C'est une phrase grammaticale, c'est-à-dire correcte au niveau de la syntaxe. J'aurai l'occasion de revenir sur cette notion d'acceptabilité une ou deux fois. Donc une phrase acceptable, c'est une phrase correcte au niveau de la syntaxe. C'est-à-dire, c'est quoi une phrase correcte au niveau de la syntaxe? Qui respecte la grammaire prescriptive, d'accord, donc qui respecte les règles de la grammaire, et signifiant. Il faut qu'elle ait un sens. Donc une phrase acceptable, c'est une phrase grammaticale, c'est-à-dire qui est correcte au niveau de la syntaxe, dont la construction respecte les règles de grammaire, et signifiant, ça veut dire intelligible. Après tout, une mésange allumée remplissait la santé du canon. Alors là, j'en reviens là. Est-ce que je peux pas m'imaginer la scène? On peut imaginer une mésange allumée, je sais pas, en feu. Alors la serviette du canon. Oui, aussi, oui. Un feu, oui. Ah, alors là,
siècle. lui donner un sens réaliste. La serviette du camion. Mais... Non, mais c'est pas bête la serviette. La serviette, pourquoi la serviette avec laquelle on se fait, pourquoi pas une sorte de cartable? Mais la serviette du camion qui était dans le camion. Chaque camion a une serviette, admettons, le transporteur routier il met ses papiers dedans. Là, on passe à un vrai sens. Enfin, la maison, j'avais dit, c'est quand même compliqué d'avoir. Mais pour la serviette du camion, je suis d'accord. On peut se dire qu'allumer, c'est peut-être de manière figurée. Ah oui, je veux tout dire, à fait allumé. Allumé par un Oui. chasseur. Et elle a, en tournant, elle a rempli la. Allumé par un chasseur, elle est morte. Oui. D'accord. Non, mais c'est d'accord. J'aurais pas pensé à ça, c'est bien. Bon, allez, on arrête. Là, on va tomber dans les délires, la syntaxique, mais c'est pas mal. Alors, donc, autrement dit, une phrase acceptable, elle ne doit être ni agrammaticale, ni asémantique. D'accord? Agrammaticale, c'est-à-dire sans recopier de la grammaire. Agrammaticale, ni asémantique. Donc, une phrase acceptable, elle ne doit être ni agrammaticale, ni asémantique. Et vous voyez que 15, il n'est pas venu. Elle est acceptable à l'oral, mais est-ce qu'elle, alors de plus en plus à l'écrit, hein, puisque maintenant on a parlé du pas, etc. Elle est même courante dans la conversation familière, mais à l'écrit, elle est quand même en marche. Malgré tout, à l'écrit, on essaie encore de garder le discours enseigneux. Pourtant, tout le monde a compris. Elle est bien sémantique. Donc, vous voyez, est-ce que c'est une phrase? Oui, c'est une phrase. Et pourtant, il y a ce critère d'agrammaticalité à l'écrit. J'en sais, après tout, est-ce qu'on la place dans les phrases ou pas? Est-ce qu'elle est acceptable ou pas? Et alors, du coup, je veux pas les auteurs. Oui, je vais y venir. Alors là, c'est le contraire. Je parle d'auteur, elle est sémantique, vous la comprenez, mais elle est complètement elle est agrammaticale. Agrammaticale. Asyntaxique, oui, allez, c'est une logique, ça vous fait plaisir. Elle ne respecte pas. Non, asyntaxique, ça ne se dit pas. Mais agrammaticale, qui ne respecte pas les règles de la syntaxe. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, et pourtant, elle se comprend cette phrase. Donc, est-ce que l'acceptabilité est un critère valable pour définir ce qu'est une phrase? J'en sais rien. Je pense que parmi les phrases, il faut dire que certaines sont acceptables et d'autres ne sont pas. Voilà. C'est pas la meilleure des solutions, mais c'en est une. Donc, vous voyez, et je conclue là, en 5 minutes, j'ai conclu sur ce chapitre renforcé à la ponctuation. Donc, vous voyez que la notion de phrase est extrêmement ambiguë. On n'est pas tombé d'accord, on a beaucoup discuté. Et en fait, il n'y a aucune définition de la phrase qui soit unanime. Il y a toujours une petite critique à faire, on n'est jamais d'accord, il y a toujours quelqu'un pour pas être d'accord. Et surtout, il n'y a aucune définition de la phrase qui soit parfaite. Tout au plus, on arrive à se mettre à peu près d'accord sur un certain nombre de critères. On peut toujours discuter, hein, on l'a vu, j'ai pris du temps pour discuter avec vous, et on n'est pas forcément tombé d'accord, mais je crois qu'il faut quand même partir d'une définition de la phrase comme base, comme instrument de travail. Donc je vous ai mis les définitions de linguistes. Alors, regardez, donc syllabus, 3 définitions formulées par des grammairiens et des linguistes. Page 3. Alors, première définition, une phrase simple est une unité linguistique constituée par une structure formelle construite sur un verbe, véhiculant une proposition douée de sens et pourvue d'une intonation spécifique. Critiquez-moi ça, très rapidement, à partir de tout ce qu'on a vu. Alors, est constituée par une structure formelle véhiculant et pourvue d'une
une intonation ne prend que l'oral, il parle de la ponctuation. Bien vu. Et du coup, la 6 n'est pas vue par l'expression des causes. La 6. Il n'y a pas d'intonation. On ne voit pas clairement la pierre. C'est vrai. On ne voit pas clairement l'intonation. C'est vrai. Mais critiquez la définition en elle-même, mademoiselle. Cette définition exclut les phrases avérbales. La définition exclut la complète. En fait, il parle de sens. Oui. Oui. Oui, Voilà. c'est réducteur. Il parle de phrases simples. Effectivement, ça exclut la phrase complexe. Vous avez tout à fait raison. Et puis, votre critique, que je n'oublie pas, oui, l'intonation, non, c'est bien. Une autre critique, monsieur? Elle nécessite un sens. Voilà. Une proposition de sens, oui, ça inclut qu'il y a un sens. Et on était resté en suspens sur la notion de sens. Mais bon, est-ce qu'il n'en faut pas un? On va voir. Ensuite, la phrase est le plus petit élément sans un sens complet. Même problème qu'on avait vu dans l'académie, mademoiselle. Là, c'est plutôt dans l'ensemble de la proposition. Alors, la phrase est le plus petit élément. Oui, c'est pas bête ça, le plus petit élément, ça beaucoup de progresser. Après tout, alors ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont avec les phrases. Dès lors, un mot isolé, bah, c'est ça, on en revient au problème de l'autonome ou pas autonome. Et puis il y a autre chose qui me gêne. Oui, pareil, toujours, est-ce que non est une phrase? Non, ça n'a pas un sens complet en soi. Ça nie quelque chose. Même ré ou faire, Ré ou fier, vous avez tout à fait raison, n'ont pas non plus un sens complet. Ensuite, une phrase. Pardon. Une phrase est un assemblage de mots formant une unité de sens. À l'écrit, le premier mot formant une majuscule, et le dernier utilisé un point, avant l'exclamation, d'un point d'interrogation ou de point de suspension. Et ça, c'était un cours de civilisation qui est fait à la forme de primaire pour les étudiants étrangers. Alors, est-ce que l'unité de sens, c'est mieux que le sens complet? Oui, moi je trouve que c'est bien une unité de sens. Unité de sens, c'est-à-dire que ça porte un sens en soi, mais ça peut être par rapport à quelque chose. Donc ça, c'est pas trop mal. Et puis ça prend en compte quoi? Tu ne prenais pas la première. La ponctuation, mais par contre, ça oublie quoi? Bah, ça oublie l'intonation. Et puis, dans le sens complet, on l'a. Donc, quels critères retenir? Allez, on conclut, oui. Ici, on parle aussi d'assemblage, alors que une phrase peut avoir aussi un sens. Vous avez raison. Une phrase, c'est bien, vous avez dit, voilà. C'est un assemblage avec l'ensemble vide. Un assemblage de mots, ça implique qu'il y a forcément deux mots au minimum. Donc, quels critères retenir finalement? Alors, premier critère. Bon, il faut à peu près l'unanimité. Vous pourriez critiquer encore, mais on va s'arrêter là, on va définir des critères qui vont me servir de base pour les cours sur la proposition. Donc, critères mélodiques et graphiques. Premier critère. Critères mélodiques et graphiques. À l'oral, donc mélodie. À l'oral, chaque phrase se caractérise par une intonation spécifique. Donc ça, c'est le premier coup. Donc, premier critère, les critères mélodiques et graphiques. Donc, à l'oral, chaque phrase se caractérise par une intonation spécifique. Par exemple, si j'ai une phrase interrogative, je vais avoir quelle intonation? Montante, par exemple. Et à l'écrit, ponctuation, donc elle commence par une majuscule et elle se termine par une ponctuation forte. Alors, il y a quoi comme ponctuation forte qui peut terminer la phrase chez vous? Alors, le premier, le point d'exclamation et les points de suspension. Voilà. Si j'ai un de ces quatre à la fin, j'ai une phrase au niveau des critères mélodiques et graphiques. Critères sémantiques. On va dire, il me semble, ça peut faire l'unanimité, qu'une phrase constitue une unité de sens. Unité de sens. Syntaxique, critère syntaxique.
Une phrase est une unité autonome. Alors là, je ne parle pas du sens, je parle de la syntaxe. C'est-à-dire qu'elle ne dépend pas de ce qui précède ni de ce qui suit. Même si au niveau du sens, elle en dépend. D'accord? Mais au niveau syntaxique, l'arbre qui pousse est un sapin. C'est bien. Qui pousse, par exemple, tout seul, ça ne peut pas être une phrase, parce que qui pousse, il dépend du sujet et de ce qui suit. D'accord? C'est ça que j'entends. En français Oui. uniquement? Parce que par exemple, Oui, les là, relatifs de liaison, je ne m'intéresse qu'à la phrase les française. relatifs de liaison, par exemple. Voilà, on est bien d'accord. Encore que le relatif de liaison a été considérablement utilisé au XVe siècle. Ils ont ressuscité le relatif de liaison latin en moyen français. C'est une des caractéristiques d'ailleurs. On en parlera quand on substitue le verbe moyen français, on en parlera. C'est vraiment une des caractéristiques du moyen français. Enfin bref. Donc, définition, la phrase est une unité de sens associée à une unité de mélodie. Oui. Donc, la phrase est une unité de sens associée à une unité de mélodie. C'est aussi une unité syntaxique. C'est aussi, donc, la phrase est une unité de sens associée à une unité de mélodie. C'est aussi une unité syntaxique caractérisée par son autonomie syntaxique. Elle est autonome syntaxiquement. Je ne peux pas dire l'homme qui marche s'appelle Pierre. Qui marche, vous voyez bien que qui marche n'a aucune autonomie syntaxique. Donc ce n'est pas une phrase. Mais alors vous pourriez me dire, mais l'homme s'appelle Pierre. Ah oui, si je mets que l'homme s'appelle Pierre, c'est bien une phrase. Non, une phrase. Mais c'est l'ensemble d'elle qui forme une phrase. Donc, une fois qu'on a tous ces critères, il faut distinguer la phrase nominale ou la phrase averbale de la phrase verbale. C'est le premier critère, et on va commencer par là. Donc, une fois que j'ai ces critères, vous voyez, je n'ai pas parlé de verbe, etc. Donc, on va distinguer la phrase averbale et la phrase verbale, et la phrase simple et la phrase complexe. Ça, ce sera l'objet du prochain cours. Et l'acceptabilité, elle reste dans les critères ou... J'ai bien envie de la faire passer à la trappe. L'acceptabilité. Alors, donc, vous voyez quand même qu'il n'y a pas de définition vraiment claire qui permet de distinguer les objets qui sont des phrases et les objets qui n'en sont pas, parce que tous les locuteurs ne vont pas être d'accord. Le critère de la ponctuation, on voit qu'il peut tomber, passer à la trappe dans la poésie moderne ou dans les romans modernes. Donc c'est extrêmement compliqué. La seule chose sur laquelle tout le monde soit d'accord, tout le monde est d'accord, c'est que la phrase, c'est la véritable unité de fonctionnement du langage. Donc la phrase est la véritable unité de fonctionnement du langage. C'est par les phrases que nous pensons, c'est par les phrases que nous parlons, que nous pouvons communiquer. Tout message peut être divisé en phrases, et les phrases sont le plus petit message possible, en fait. D'accord? Donc, véritable unité de fonctionnement du langage, on pense, on parle par des phrases, et donc la phrase c'est le plus petit message possible. On retiendra que c'est donc une unité syntaxique et sémantique qui commence par le majuscule et qui se termine par la ponctuation. À partir de là, je mettrai la note sur la subordonnée. D'accord? Et vous voyez qu'on pourrait débattre, on a pu finir et nous ne reviendrons jamais d'accord. Alors maintenant, on va faire, puisque vous êtes des latinistes, et que je n'ai pas souvent des latinistes face à moi, donc je suis très contente d'avoir des latinistes face à moi, on va travailler sur la ponctuation. Et donc, on va poser le problème suivant, on va problématiser, la ponctuation fait-elle la phrase? Mais avec une approche historique. Je ne vais pas dire paléographique, mais un petit peu quand même. Vous êtes des lettres classiques, vous serez peut-être amené à lire des manuscrits un jour. Je vous le souhaite, c'est vraiment l'intérêt quand on est en classique. Vous avez quand même, si vous maîtrisez bien le latin et le grec, vous avez devant vous de belles études en paléographie, en codicologie, etc., qui s'ouvrent à vous. Même si vous voulez être enseignant, quels sont ceux qui parmi vous veulent être
l'enseignement. Bien. Et les autres, qui n'ont pas levé la main. Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Par enseignement et recherche, Alors, enseignement et recherche, enseignement, là j'entendais dans le secondaire. Enseignement et recherche, c'est dans le supérieur. Donc il y en a qui aimeraient faire de la recherche, vous levez la main. C'est bien, il faut être ambitieux, vous avez raison. De même que vous allez être professeur, enseignant, il ne faudra pas se limiter au café, il faut tenter l'agrégation. Il faut avoir de l'ambition. Hein. Donc, et puis les autres alors. Pourquoi fait-on des lettres classiques? C'est très bien les lettres classiques. Ça donne énormément, ça donne des compétences qui peuvent être utiles dans bien des domaines, mais qu'est-ce qui s'offre à vous quand... Moi, c'est parce que j'aime beaucoup les langues anciennes. Oui. Donc, j'aime aussi déchiffrer les textes anciens. D'accord, vous faire de la paléographie, etc. Parler les langues anciennes. Très bien. Il y a d'autres? Faire de la philosophie. D'accord, oui, c'est vrai. C'est pas mal, effectivement. Et puis Faire du théâtre classique. étudier le théâtre ou faire du théâtre? Jouer. Et donc, vous voulez avoir tous les codes, etc. Ah oui. J'aimerais mieux connaître. D'accord. Très bien. Donc, quoi qu'il en soit, donc vous serez amené à faire peut-être un master. S'offre à vous des études de la paléographie, éviter en industrie, etc. Donc, il me semble important aussi de voir comment ça fonctionne au niveau de la ponctuation, d'où l'objet de ce cours. Alors, j'aimerais que vous observiez le texte. Alors, que je fasse ça correctement. Sinon, après, j'en ai partout. Donc, j'aimerais que vous observiez le texte de l'exercice 1. Page 5 du système. Alors, de quel signe aura-t-on besoin? Quel est le signe de ponctuation dont on aurait besoin? C'est-à-dire le... On ne parle pas d'espace, on parle de blanc. Blanc. Eh bien, est-ce que vous savez que le blanc, c'est le premier signe de ponctuation? Le blanc entre les mots est le premier signe de ponctuation. Donc, la place du blanc est primordiale dans l'interprétation des textes. Et le blanc n'a pas toujours existé. Donc, comment on appelle ces textes qui, en latin, évidemment, étaient écrits comme ça, sans blanc? On parle de scripta continua. Ça ne veut dire rien, bah oui. Comme c'est tout bête, hein. On parle de scripta continua. Donc, le premier signe de ponctuation, c'est effectivement donc le blanc. Et pendant longtemps, je vais y revenir tout à l'heure, on est resté dans... en ne séparant pas les mots, donc on arrive à lire, est-ce que c'est facile? Ben oui, c'est pas évident. Alors, à haute voix, un message dans l'espace de la page, l'écriture est un message à regarder, etc. C'est quand même pas évident. Donc, on aurait besoin de blanc, on aurait besoin de quoi aussi? Virgule. Ben, virgule, oui, peut-être, mais surtout. Il y en a Les apostrophes. Oui, la ponctuation de mots pour constituer l'apostrophe, mais surtout, on aura besoin de majuscules. Et de minuscules. De minuscules, oui. Vous avez raison, mais déjà une majuscule pour délimiter, et puis de ponctuation forte à la fin des phrases. Minima, le point. Et puis ensuite, si les phrases sont longues, effectivement, pour distinguer des unités, on aurait besoin de virgules. Alors, par exemple, donc on a joué, je vais y revenir tout à l'heure, mais on a joué des effets de la scripta continua dans la littérature moderne.
l'ouverture de Zazie dans le métro. Quand vous le regardez, c'est difficile à lire. Par contre, il prend sens quand on le prononce. C'est quoi ce mot? Quand même. D'où qui pue donc tant. Il rentre dans le métro, ça sent mauvais, et donc il dit, c'est pas très correct, mais d'où qui pue donc tant. Donc vous voyez que cette scripta, ben voilà, vous avez compris. Donc cette scripta continua, il en joue que nous. Et donc vous voyez que ça nécessite quand même d'être oralisé pour pouvoir être compris. À l'écrit, ça sonne vraiment un imbroglio, déjà que vous n'est pas correct, enfin, le fait que ce soit en scripta continua, ça n'arrange pas les choses. Maintenant, j'aimerais que vous regardiez l'exercice 2 et que vous trouviez les 4 façons possibles de ponctuer l'énoncé suivant. Il y en a 4. Alors, première façon. Jeanne, virgule, robot. Jamais de virgule entre le sujet et son verbe. Impossible. Mais pour moi, c'est à l'impératif, ça. Ah, Jeanne propose de recruter plus. Ah, bah ça fait une 5e façon. Jeanne propose de recruter. Pourquoi c'est l'impératif? Ah, c'est pas bête. Bien vu. Ça fait une 5e façon. Donc, Jeanne, virgule, oui, puisque l'impératif ne prend pas de S, puisque c'est un verbe premier gros. Propose de. Alors là, on va l'enlever cette façon-là, parce que ça va me faire au moins 8 façons. Mais c'est bien. Bien vu, mademoiselle. Bravo. Bon, très bien, mais on l'oublie celle-là. On garde Jeanne propose. Mademoiselle. Est-ce qu'on peut faire Jeanne propose de recruter virgule, Pierre? Alors non, on ne va pas mettre, ça non, on ne peut pas mettre une virgule entre le verbe et son COD en français. Ah non. Ah non, bah deux. Alors, comment ça? Alors dites-moi, lisez-moi votre phrase. Pierre propose de recruter. Alors Jeanne propose de recruter. Jeanne propose de recruter 2 points. On n'aurait pas de points. Ah non. On ne va pas séparer le COD. Non. Qui est-ce qui a cru, Jeanne? Continuons. Elle a cru qui dans votre interprétation? Bah, Pierre, Paul et... Eh bien oui, donc elle propose de recruter Pierre, virgule, Paul, virgule, Jeanne. C'est comme ça qu'on aurait. Croyez-moi sur parole. On n'aurait pas, elle propose de recruter 2 points, Pierre, non. On pourrait peut-être dans un style un peu détaché, mais on ne va pas séparer. Parce que je me dis, il n'y a pas de rupture entre le fait qu'elle dit, enfin, la proposition du fait de recruter et après qui elle recrute. Là, on est dans une énumération. On a les 3 individus qu'elle recrute. D'accord? Donc c'est comme ça. D'accord? Alors, deuxième ponctuation. Non, je voulais juste la rejoindre. Moi, j'aurais dit que c'était possible parce que ça fait une sorte de liste, quoi. On met 2 points. Oui, je suis d'accord. Mais on n'aurait pas le COD séparé même dans la liste. Et, je vais vous donner tous les personnages, toutes les personnes qu'elle propose de recruter. 2 points. Là, oui. Mais on ne sépare pas, dans un français prescriptif, on ne sépare pas le COD de... Voilà, c'est ça qui me gêne. Je comprends ce que vous voulez dire. L'effectif, il va être joué par les virgules. D'accord? Deuxième interprétation. Après, pour... Ah non, on va pas dire... Non, mais là, on pourrait très bien... Eh bien, regardez si vous voyez. Je vous en prie.
l'on pourrait très bien rendre intransitif recruter et donc mettre un point par exemple après. Jeanne propose de recruter, point, et après supposer que le reste soit Oui, alors, elle propose de recruter, point. Mais il manque quelque chose après. Je suis d'accord. Ah, oui, oui. Elle propose de recruter. Et il manque peut-être quelque chose. Ah bah oui, il manque quelque chose. Donc ça ne va pas, ça ne me convient pas. Moi, Après je le veux tout. vocatif, Oui, là, je serais d'accord sur ça. voilà, plus fort. J'en sais rien. Non, non, tout est... Si t'es un adaptateur, écoutez, j'en sais rien. Non, je suis désolée. Donc, elle propose de recruter. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ça? Bah, ça, c'est une apostrophe, et on peut considérer... Oh non, non, non. Il y a Non, une- non, allez. Une autre interprétation. Allez. Non, on ne suppose pas qu'il y ait une ellipse. Par contre, je veux bien supposer une ellipse. Bah, Ah oui, alors, laisse ça. Je suis d'accord. Elle propose de recruter Pierre-Paul, virgule, Jacques. Ou, allez, dans le même ordre. Pierre, non. virgule, et puis Paul, Jacques. Je suis d'accord. Non, c'est faux. Voilà, ça peut être les mots composés. D'accord? Il y en a une autre avec ellipse de la deuxième proposition. Allez, je vous aide. Deux propositions juxtaposées. Pour la deuxième, prenez une ellipse du verbe. Ah, ça vous intrigue, hein? Jeanne propose de recruter Pierre, David, Paul, Jacques. Non, c'est ça le sens, mais c'est pas la bonne ponctuation. Non. Oui. Jeanne propose de recruter Pierre. Point virgule. C'est là que j'aime bien entendre Paul, Jacques. Paul, sous-entendu, ellipse, propose de recruter Jacques. Ah. D'accord? Et oui. Après, on pourrait aussi mettre un point d'exclamation à la fin. Et ça ferait une autre phrase. Un point d'exclamation ici. Là, c'est le jour. Non, mais pas dans cette proposition-là. bah, dans celle-ci, ça aurait du sens. Là, par exemple, Jeanne propose de recruter Pierre, et c'est quelque chose d'assez neutre. Paul, Jacques. Oh oui. Alors, Jacques propose de recruter Pierre. Bah, ce serait indécent de Ou alors, recruter Jacques. Jacques propose de recruter Pierre. Mais oui, je suis d'accord. Paul, Jacques. Voilà. Non, mais on va en rester à des ponctuations. Vous avez raison. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on sectionne la phrase, enfin, les propositions. Vous voyez? Donc, on peut hésiter. C'est nous n'exagérons rien, mais c'est sympathique à faire. Donc, on a plusieurs interprétations possibles. Et vous voyez que la ponctuation, c'est elle donne le sens. On est bien d'accord. Donc, j'en viens à ma scripta continua. Alors, autrefois, et après on va étudier des steps. Voilà. Donc, autrefois, le texte était constitué tout d'un bloc, donc sans espace entre les mots, sans alinéa. C'est très important l'alinéa. Les premiers alinéas, on commence à les avoir, par exemple, dans Descartes, le discours de la méthode. Le blanc correspond à une étape de raisonnement. Alors vous allez me dire, quand on regarde les imprimés anciens, on ne voit pas. Pour nous, c'est tellement normal. Mais il y a énormément de nouveautés qu'on n'apprécie pas, à moins d'avoir une formation historique en graphie et compagnie, mais qu'on n'apprécie pas leur juste valeur. Et donc, autrefois, on avait la scripta continua, et puis autant que SMS, maintenant, il est tentant de se demander, il y a une question qu'on peut se poser autour du SMS. Est-ce que vous ponctuez le SMS? Oui. Ah, c'est bien. Parce que moi, au début, moi j'ai toujours des points, moi j'aime ponctuer mes SMS, voilà. Et quand j'envoyais des SMS à mes enfants, c'était oh bah dis donc, il est sec ton message. Parce que non, mais c'est perçu comme sec. Donc après, au bout de 2 fois, tout le monde a compris que moi je ponctuais bien les SMS, et tout le monde les ponctue bien. Mais vous voyez, donc là on peut se poser la question. Est-ce qu'au temps du SMS, est-ce qu'on continue? Est-ce que c'est utile de ponctuer ses écrits? Alors, bien quelque chose. Voilà. Donc, est-ce qu'on ne ponctue
ponctuation, allez, je vous apprends un peu de vocabulaire technique, hein, ça peut vous enrichir. On peut appeler ça aussi des ponctèmes. Des ponctèmes. Plutôt que de dire signe de ponctuation, vous dites ponctèmes. Un peu de technicité dans les copies, ça fait pas de mal. Alors, ça change l'intonation et ça exprime quoi un smiley que beaucoup plus finalement que certains signes. Oui, l'expression de l'émotion. Quel est le signe qui exprime l'émotion en son sein? Le signe de le ponctème qui est vraiment spécialisé dans l'émotion. Le point d'exclamation. Mais ça peut être de la colère, ça peut être de la surprise, ça peut être de la joie. Tandis qu'avec les émoticônes ou les émojis, vous avez, c'est le même mot, hein, mais vous avez en plus le petit bonhomme qui rit, le petit bonhomme qui est mécontent, la colère. Donc vous pouvez exprimer des émotions beaucoup plus finement. Et ces émojis et ces émoticônes, ils en viennent même à quoi? Et ça, c'est terrible. Le signe de ponctuation, vous ne pouvez pas l'employer tout seul. Ou rarement. Si par exemple on m'envoie un SMS, je ne comprends pas, je vais faire ça. Je ne vais pas dire qu'est-ce que tu as voulu me dire, je vais répondre ou alors en faisant ça. D'accord, ça on va comprendre que je n'ai rien compris. Mais en règle générale, les émoticônes, ils servent à quoi? À remplacer carrément une phrase. C'est presque des signes phrases, les émoticônes. Combien de fois on se surprend? Moi au début je faisais des mais combien de fois, je sais pas, on m'annonce une bonne nouvelle, je vais me mettre le petit smiley qui sourit. Et puis ça suffit, j'ai pas le temps, je vais pas tapoter pendant 3 minutes. Donc vous voyez, là on est en train de connaître un bouleversement. On n'a jamais été autant civilisation de l'écrit qu'avec, ça peut sembler, à chaque fois que, quand je faisais mon cours des supports de l'écrit jusqu'à l'année dernière, la première question que je posais à mes étudiants, c'était est-ce qu'on est une civilisation de l'écrit ou de l'oral? Et alors la plupart me disaient on est une civilisation de l'oral. Non, on est une civilisation de l'écrit. On n'a jamais tant écrit que depuis qu'on a nos téléphones portables, on s'envoie des SMS pour un, rien, etc. D'accord, sur les réseaux on écrit, etc. Donc, cette question de la ponctuation, là, elle est vraiment au cœur. Et on s'aperçoit que dans ces SMS, on a, même si c'est plus les signes traditionnels, encore que, il y a quand même des locuteurs qui de plus en plus utilisent les vrais signes de ponctuation, etc. Mais en tous les cas, les émojis et les émoticônes prennent énormément de place. Et ils en viennent même à remplacer la phrase. Donc ça, ce sera l'objet de mon dernier cours. Quel est l'avenir de la phrase dans une civilisation comme la nôtre? C'est vraiment une question qu'on peut se poser. Mais vous voyez quand même que la ponctuation... Oui, madame. C'est vrai aussi, je suis d'accord avec vous, mais alors, attention, c'est-à-dire que on dit, mais sur d'autres supports, le média change. C'est vrai on dit qu'on lit beaucoup moins de livres, etc. Mais les gens lisent énormément quand vous êtes dans le train. Vous voyez tous les gens avec leur téléphone portable, qu'est-ce qu'ils font? Alors, il y en a qui regardent des vidéos, mais très souvent, ils lisent. Alors, je ne préjuge pas de leur façon de lire. On ne lit pas du tout de la même façon quand on lit sur l'écran que quand on lit sur du papier. Ça, c'est tout à fait différent. Mais n'empêche qu'on est dans une civilisation de l'écrit. Vous avez dit que les emojis étaient presque des... Je sais plus si c'était un mot composé de phrases... J'ai dit ça. Personne n'a le mot. Voilà. De toute façon, on aura l'occasion de travailler sur les emojis. Je crois que c'était différentes prophrases quand même. C'est des prophrases, oui. Vous savez qu'il mais ça, je ne veux pas dévoiler mon dernier cours, mais vous savez qu'il existe des romans entiers en émojis. La Bible a été traduite en émojis, mon Bible a été traduite en émojis. On en étudiera un passage. Non, mais le mot Bible, j'ai pas réussi à faire la Bible. C'est horrible, je comprends rien. Mais bon, c'est amusant. Bon, allez, on continue. Donc, allez, on reprend nos ponctuations. Retenez que la ponctuation contribue à la structuration du texte écrit. Allez. Donc, la ponctuation contribue à la structuration du texte écrit et donc à l'organisation de la phrase. Ça, c'est fondamental, on a vu ici. Donc, la ponctuation
contribue à la structuration du texte écrit et donc à l'organisation de la phrase. Et donc, elle permet d'augmenter notre capacité de compréhension et notre vitesse de lecture. Vous lisez beaucoup plus vite un texte ponctué que vous lirez le texte de l'exercice 1, c'est ça continue. Donc, je répète, elle contribue à la structuration du texte écrit et donc à l'organisation de la phrase, et elle permet ainsi d'augmenter notre capacité de compréhension et notre vitesse de lecture. Les grammairiens latins l'avaient parfaitement compris. Ils opposaient la constructio. Donc, les grammairiens latins avaient compris sur cette fonction de la ponctuation, puisqu'ils opposaient la constructio, qui est l'assemblage de mots, de mots, à la sententia. Donc, constructio, c'est l'assemblage de mots, de groupes de mots, et la constructio était opposée à la sententia, qui est un message pourvu de sens. Et un message n'est pourvu de sens que pour nous, notamment lorsqu'il est bien ponctué, enfin normalement. Donc, de la ponctuation va dépendre notre perception des limites de la phrase. C'est la ponctuation qui nous indique les limites de la phrase. Donc, quand on va passer à l'analyse des compositions, il faudra déjà être sensible, comme le critère avant même d'en faire des verbes, la ponctuation. Ça, c'est important. Donc, c'est ça qui va nous permettre de déterminer les propositions, déjà les phrases, les unités, puis ensuite à l'intérieur, les propositions. Et la ponctuation, elle a un autre intérêt, c'est que c'est grâce à elle qu'on peut déterminer la modalité de la phrase. Sans ponctuation, je ne peux pas savoir si j'ai affaire à une phrase interrogative, exclamative, etc. À l'oral, oui, mais pas à l'écrit. Donc la ponctuation, elle est aussi indispensable pour identifier la modalité de la phrase. Je vais vous lire ce qu'on trouvait dans le journal qui s'appelle L'Imprimerie au XIXe siècle, en 1876. Donc les imprimeurs, on doit, j'aurai l'occasion d'y revenir rapidement, mais on doit quand même aux premiers imprimeurs, le début vers la normalisation. Et je vous l'ai dit, il est anachronique de parler d'orthographe avant l'Académie française. L'Académie française, c'est l'institution créée par Richelieu qui va donner des normes. Jusqu'à avant cette institution, on n'a pas de normes, on a des tendances. Et ces tendances, ce sont les imprimeurs qui vont les donner. Les imprimeurs, ils n'ont qu'un but. Alors certes, vous pouvez savoir, on est d'accord, mais enfin, quel est le but principal? Vendre des livres et gagner de l'argent. Vous ne vendrez des livres et vous gagnerez de l'argent. Après, il y a les imprimeurs humanistes, etc. Mais quand même, vous ne pouvez être un bon imprimeur humaniste et donc diffuser de bons textes que si vous vendez des livres, c'est-à-dire que si vous faites rentrer des fonds qui vous permettront ensuite de faire des impressions de qualité, etc. C'est un cercle vicieux. Donc, pour vendre des livres, qu'est-ce qu'il faut? Il faut augmenter la lisibilité. Il faut augmenter la lisibilité pour pouvoir permettre d'augmenter le public, les acheteurs. Donc ça, c'est important. Et donc, ils vont se pencher sur ces problèmes de codification, ils vont réfléchir comment améliorer la lisibilité, etc. Et voilà ce qu'on trouve donc dans le journal d'imprimerie de 1876. La ponctuation est l'anatomie du langage ou de la pensée. Ponctuer, c'est disséquer les phrases. Vous voyez, c'est comme si déjà, rien que le fait de ponctuer, ça permettait d'avoir une analyse. Il fallait disséquer la phrase pour l'analyser et être capable de bien la ponctuer. Donc, c'est-à-dire réussir à en faire l'analyse grammaticale. Donc ça, c'est important. La ponctuation, elle est utilisée pour séparer les constituants simples à l'intérieur de la phrase. Ça, c'est aussi important. Donc, la ponctuation, elle est utilisée pour séparer les constituants simples à l'intérieur de la phrase, mais aussi pour séparer les propositions qui constituent la phrase. Donc, elle est utilisée pour séparer les constituants simples de la phrase à l'intérieur de la phrase, pour séparer les propositions qui constituent la phrase et au niveau suprasegmental pour séparer les... Là, je suis dans la phrase.
exemple ici, là je suis dans une même phrase, la ponctuation, elle me permet de séparer les constituants de la phrase. Si j'avais deux propositions, première proposition, il fait beau, je vais bronzer, ça c'est pas des propositions. Mais au niveau, là on est dans l'intra-propositionnel, à l'intérieur, au niveau inter, ça délimite quoi la ponctuation? Les phrases entre elles. Là je vais avoir un point, je vais avoir une phrase ici, là je vais avoir un point, je vais avoir une nouvelle phrase. Donc ça délimite les syntaxes à l'intérieur de la phrase, ça délimite les propositions à l'intérieur de la phrase, et ça délimite les phrases entre elles. Donc vous voyez que c'est vraiment, structurellement, c'est extrêmement important. Alors ce lien entre la phrase et la ponctuation, en même temps j'enrichis un peu vos connaissances en grammaire grecque. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Denis de Thrace? Moi non, je n'avais pas entendu parler. Donc Denis de Thrace, c'est un grammairien grec du IIe siècle avant Jésus-Christ qui a rédigé une grammaire grecque. Et voilà ce qu'il dit sur les signes de ponctuation. L'inventeur des signes de ponctuation a fait des signes, non seulement pour le mot, mais aussi pour la phrase. Donc vous voyez, il y a déjà toute une réflexion qui date du IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Au XVIIIe siècle, ce n'est qu'au XVIIIe siècle qu'on va subordonner l'utilisation, l'emploi des signes de ponctuation à l'analyse logique. Donc, vous voyez, à partir du XVIIIe siècle, on prend conscience quand même qu'on peut analyser en proposition, etc. Et on va subordonner l'emploi des signes à l'analyse logique. Et on va notamment, on en reparlera, mais vous avez déjà entendu parler des relatifs déterminatifs et appositifs. Donc il va y avoir toute une réflexion là-dessus au XVIIIe siècle dans l'encyclopédie. Vous voyez, dans l'encyclopédie, on va réfléchir, par exemple, Bosé, B-E-A-U-Z-E, qui est un grammairien du XVIIIe, qui a écrit tous les articles, la plupart des articles de grammaire dans l'encyclopédie, il dit il faut mettre entre deux virgules toute proposition incidente sur une note explicative. Et écrire de suite, sans virgule, toute proposition incidente déterminative. Simplement pour vous montrer que, très tôt quand même, on a commencé à concevoir les rapports entre l'analyse logique et la ponctuation. Quand on travaillera sur la relative, bien évidemment, ça c'est un gros morceau. Donc, on verra les différences entre la déterminative et l'explicative, et vous verrez que le critère de ponctuation est un critère qui permet de reconnaître très souvent. Quand on peut mettre une virgule, c'est explicatif, quand on ne peut pas, c'est déterminatif. Donc voilà, mais on s'est posé ces problèmes-là assez. Donc ça c'était le grand 1, vous ne l'avez pas dit, mais ça s'appelait étude des liens entre la phrase et la ponctuation. Le grand 2, c'est les 3 fonctions de la ponctuation. Et après on passe à des petits exercices pratiques. Donc les 3 fonctions de la ponctuation, grand 2. Alors, donc maintenant je vais parler de ponctème, autant faire se peut. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un ponctème? Un ponctème, c'est un signe linguistique qui est apparu à un moment donné de l'histoire. Ils n'ont pas toujours été là, ils ont évolué. Et ils sont liés à quoi? À l'écrit ou à l'oral? Oui, à l'écrit. Donc, je répète, les ponctèmes, c'est un mot un peu plus savant pour dire signe de ponctuation, sont des signes linguistiques, ce sont des signes, d'accord? Quels sont les deux côtés du signe, dit Saussure? Si vous voulez faire de la linguistique, très intéressant mais pas trop compliqué, le cours de linguistique de Saussure, c'est extrêmement intéressant. Je trouve, à chaque fois que je le reprends, je trouve vraiment que, à chaque fois, je trouve que c'est encore mieux que la fois précédente. Donc là, vous pouvez entrer dans la linguistique d'une façon pas trop difficile, mais extrêmement pertinente. C'est le signifiant et le signifié. D'accord, ça me dit quelque chose, ça. Donc, le signifiant, par exemple, et quel est le signifié de ceci? C'est
une pause intermédiaire, une pause médiane. Ça, c'est une fin, enfin, une pause forte. Et ça, c'est le signifiant, la façon dont c'est représenté. Donc, c'est pour ça qu'on peut parler de signe. Donc, quelle est la fonction? La fonction de base, c'est une fonction de séparateur. Un pontème qui sépare, de façon plus ou moins forte, etc. Et il permet de lire des groupes, que ce soit le groupe, que ce soit une phrase, que ce soit un mot, un syntagme. Il permet de lire des groupes. Avant toute analyse, quand vous lisez une phrase, vous n'avez pas besoin de faire son analyse logique pour comprendre, on est bien d'accord. En revanche, la ponctuation est une aide. La ponctuation, c'est déjà un début d'analyse. En tous les cas, ça vous oriente dans la compréhension. Donc, on va distinguer la ponctuation forte. Là, tout ça, je sais que je vous rappelle des notions, mais ça fait partie du préambule, je me dois de vous les donner. Comme ça, je m'assure que tout est bien connu. Donc, la ponctuation forte, par exemple le point d'interrogation. La ponctuation semi-forte. Le point, je ne les énumère pas tous, hein, mais par exemple le point virgule. Et puis la ponctuation faible. Donnez-moi un exemple. La virgule, c'est une ponctuation faible. Alors, la ponctuation, c'est un système normé. Ça veut dire qu'il existe des manuels d'apprentissage, une bonne manière de ponctuer. Il y a eu des modes, hein. Bon, maintenant il y en a un peu moins, mais dans toute grammaire, si vous enseignez dans le secondaire, ou si quand vous enseignerez dans le secondaire, ce que vous enseignez, vous verrez que dans tout livre de grammaire, il y a toujours des exercices de ponctuation. Parce que c'est pas inné de ponctuer. Il y a des gens qui ponctuent très mal. Et donc, ces règles-là, il me semble qu'il faudrait insister encore davantage. Donc, c'est un système quand même qui est moins contraignant que celui de l'orthographe. Un mot s'écrit comme ça et pas autrement. C'est beaucoup moins contraignant quand même, parce qu'on peut faire varier ce système. On n'est pas, il y en a qui mettraient là, moi je mettrais une virgule, mais quelqu'un d'autre n'en mettrait pas, et c'est pas pour autant que quelqu'un d'autre que moi j'ai tort. Donc vous voyez, c'est quand même moins contraignant, il y a plus de latitude, et ça peut être aussi l'objet de jeux stylistiques. J'y reviendrai. Alors, les signes de ponctuation sont toujours intérieurs au texte. Ils vont délimiter la borne gauche et la borne droite, début et fin, mais en tous les cas, tous les autres, on va les trouver à l'intérieur du texte. Alors que, au niveau de la phrase, ils peuvent être ou intérieurs ou extérieurs à la phrase. Vous pouvez avoir ici, j'ai un signe qui est extérieur à cette phrase-là. Donc, je répète, les signes de ponctuation sont intérieurs au texte, mais ils peuvent être intérieurs ou extérieurs à la phrase. Et vous l'avez vu, enfin, là c'est ma palissa que je vous dis, mais ils ne se rencontrent qu'à l'écrit. Souvent, ils correspondent à des phénomènes oraux qu'ils traduisent. Ils traduisent, on l'a dit tout à l'heure, une pause, une intonation. Donc souvent, ils correspondent à des phénomènes oraux qu'ils traduisent. Une intonation montante pour indiquer que je pose des questions. Mais il leur arrive de n'avoir qu'une fonction, qu'un rôle purement graphique. Ils ne traduisent pas d'intonation. Donnez-moi un exemple de signe qui n'a de ponctuel dont le rôle est purement graphique. Les guillemets. Les guillemets, ils indiquent juste que j'ai du discours direct. La parenthèse. Quand vous mettez quelque chose entre parenthèses, ça n'indique pas une pause, ça n'indique pas non plus une intonation spécifique. Ça indique un surplus d'informations, par exemple pour la parenthèse. C'est comme une glose. Tout dépend après de ce qui est entre parenthèses, hein, je ne généralise pas. Mais en tous les cas, ça ne traduit pas toujours, mais souvent, il pose une intonation. Alors, quelles sont les trois fonctions de la ponctuation? Je vais passer vite, hein, sur des choses quand même que vous avez déjà vues. Et il y a trois fonctions. Donc la fonction prosodique, il y a une citation d'un poète qui est aussi linguiste, je passe le nom, qui dit
la ponctuation est la part visible de l'oralité. C'est joli, la ponctuation est la part visible de l'oralité. Donc la fonction prosodique, c'est leur fonction primitive qu'on va trouver jusqu'au 19e. C'est-à-dire que les pontèmes marquaient les endroits où respirer, quand on disait à haute voix. Toujours ce Bosé là, ce grammairien de l'encyclopédie. C'est intéressant les articles de l'encyclopédie sur les notions de grammaire. Vous avez l'encyclopédie d'Alembert et Diderot qui est en ligne. Je vous assure qu'on trouve des choses extrêmement intéressantes en grammaire. Même sur les compositions, j'avais regardé comme ça quand j'ai préparé mon cours sur la subordonnée, et j'ai trouvé qu'il y avait des réflexions qui étaient extrêmement fines et pertinentes. Donc ce Bosé, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit la ponctuation est l'art d'indiquer par des signes reçus la proportion des pauses que l'on doit faire en parlant. Donc vous voyez, encore en 18e, c'est lié à des pauses. Quand il y a un point, je fais une pause plus forte. Et donc la ponctuation marque les pauses de la voix, le rythme, l'intonation, la ligne mélodique, etc. Voilà, et on a toutes sortes de pauses moyennes, voilà. Ensuite, vous avez la fonction syntaxique. C'est-à-dire qu'elle marque des rapports syntaxiques et elle joue un rôle essentiel dans l'organisation et la structuration de la phrase. Donc, elle marque des rapports syntaxiques et elle joue un rôle essentiel dans l'organisation et la structuration de la phrase. Pourquoi? Parce que c'est la ponctuation qui est apte à séparer et à organiser l'écrit en syntagme. Donc elle est apte à séparer et à organiser l'écrit en syntagme. C'est-à-dire qu'elle organise les parties du discours. Elle sépare les mots, elle sépare les propositions dans la phrase, elle sépare les phrases entre elles, etc. Donc vraiment, il faut garder en tête cette fonction séparatrice. Ça, c'est fondamental. Vous avez deux types de signes dans cette fonction. Les signes qui séparent les phrases entre elles, qu'on appelle des signes interphrastiques. Donc les signes qui séparent les phrases entre elles, qu'on appelle interphrastiques. Le premier, c'est la majuscule. Le point d'interrogation pour la fin, le point d'exclamation et les trois points, le point de suspension. Et puis, vous avez des signes qui délimitent les parties de la phrase. C'est ce qu'on appelle des signes intraphrastiques. Je ne m'interdis pas au premier DST de vous donner un petit texte avec des signes de ponctuation, puis de vous demander de les analyser et d'utiliser ce vocabulaire. Moi, j'aime bien quand on utilise le vocabulaire du non-pro. Il faut absolument, là je fais une petite parenthèse, j'en ferai un certain nombre, parce que vous êtes en première année, donc vous n'avez pas encore pris de mauvaises habitudes. Il faut absolument que vous pensiez, que vous ayez toujours en tête qu'il en va dans les copies d'examen, de concours, etc., comme dans la vie. Tout est dans le mode de présentation. Vous vous présentez à un entretien, vous êtes bien habillé, vous avez sans doute plus de chance que quelqu'un qui n'aura pas fait d'effort, etc., vous savez. Et bien dans les copies, c'est exactement la même chose. Entre celui qui veut utiliser le vocabulaire de base, etc., et celui qui veut utiliser le bon, à bon escient, le vocabulaire technique, il y a une différence. Ça joue énormément, ne serait-ce que sur l'inconscient du correcteur. Moi, je prépare des étudiants au concours de recrutement, je leur donne, ils sont peut-être des 4e, 5e année, on est obligé, parce qu'ils n'ont pas fait l'effort d'apprendre avant, de leur donner tout un vocabulaire technique. Et ce vocabulaire technique, il fera la différence entre celui de Raymond. Il y a vraiment un clivage entre celui qui maîtrise et celui qui ne maîtrise pas. Ce n'est pas du snobisme, c'est pas du vocabulaire. Bon, il ne faut pas entrer, ce qui est dangereux quand on passe un concours ou un examen, c'est d'utiliser du vocabulaire à mauvais escient. Vous avez des étudiants, peut-être par pédantisme ou je ne sais quoi, par exemple, qui se mettent à utiliser des notions qu'on voit quand on étudie la théorie guillaumienne. La linguistique guillaumienne, c'est une linguistique passionnante, mais extrêmement compliquée. Il y a très peu de spécialistes en France de cette linguistique.
on enseigne quelques notions aux étudiants, parce qu'il y a quelques notions qui sont utiles, même indispensables pour aborder par exemple le que, le morphème que, mais ça s'arrête là. Mais quand vous devenez trop jargonnant, ça a l'effet contraire, c'est contre-productif. En revanche, quand vous utilisez les bons mots au bon moment, ça ne peut que vous être profitable. Donc il faut que dès maintenant, vous preniez l'habitude, faites-vous, je ne sais pas, moi, un répertoire, j'en sais rien, une liste de mots, mais voilà. Au lieu de dire entre les phrases, je vais dire interphrastique. Vous voyez, c'est tout bête, vous êtes capable de retenir ce mot-là. Et c'est ça qui fera la différence. Et ça, il faut que vous en soyez convaincus, que vous fassiez l'effort. Et en grammaire, il y a tout ce côté terminologique qui est vraiment fondamental. Mademoiselle, vous le dites là. Alors, je vais répéter. Donc, les signes intraphrastiques, ce sont des signes qui délimitent les parties de la phrase. C'est-à-dire ceux qui peuvent apparaître entre le début et la fin de la phrase. Par exemple, là j'ai une phrase, ici je vais avoir une virgule. Et puis là je vais avoir un point-virgule. Et bien ça, ce sont des signes intraphrastiques. Donc, les signes intraphrastiques, ce sont ceux qui peuvent apparaître en début et la fin de la phrase. Alors, dernière fonction, c'est la fonction sémantique. C'est-à-dire que les signes, les contextes peuvent s'ajouter, peuvent ajouter des éléments qui vont se superposer au texte et qui vont compléter l'accord sémantique. Je vais vous donner un exemple. On a un apport de sens par le point d'interrogation, par exemple, il apporte une indication modale. Il dit, je suis dans une phrase interrogative, donc on attend une réponse. C'est un énoncé, retenez bien qu'un énoncé interrogatif, c'est un énoncé incomplet. Même si sympathiquement il est complet, tu viens appelle une réponse. Il n'atteint la complétude sémantique que lorsque la réponse est donnée. Tout énoncé interrogatif appelle une réponse. Donc, le contexte peut apporter une indication modale sur, par exemple, le type de phrase, point d'interrogation, phrase interrogative, point d'exclamation, phrase exclamative, point, phrase déclarative. Et puis, il peut aussi, on l'a vu là avec mon petit exemple de Pierre-Paul Jacques, contribuer à l'interprétation de la phrase. Jacques propose de recruter Pierre, Paul, Jacques. Voilà. Si j'ai une virgule, je sais qu'elle propose de recruter ces trois individus. En revanche, si j'ai un point virgule après Pierre, j'en déduis que Jeanne, elle veut recruter Pierre, et Paul, lui, il veut recruter Jacques. Donc vous voyez bien qu'il y a un apport sémantique. Regardez la différence entre il est mort naturellement. Il est mort, virgule, naturellement. Quelle est la différence? Il est mort naturellement. Complément de manière. Voilà, il est mort naturellement. Voilà, c'était avec la vie qui venait, voilà. Donc ça porte, il y en a un qui porte sur l'énoncé et l'autre sur l'énonciation. On ne va pas voir les différences, enfin, pas les différences là, mais on a des adverbes qui peuvent être incidents à la phrase ou incidents au verbe. Bon, voilà en gros. Alors maintenant, on va commencer, on n'aura pas fini aujourd'hui, mais c'est pas grave. De toute façon, j'aurais fini le programme que j'ai décidé de faire avec vous, pas de souci. Mais je préfère prendre mon temps au début pour voir un certain nombre de notions et ensuite avancer bien plus vite. Donc, grand 3, approche historique de la ponctuation. Alors, on n'a que 10 minutes pour le premier thème, ça va aller. Mais ça, j'aime bien que vous vous mettiez quand c'est des petits exercices comme ça, j'aime bien que vous vous mettiez par deux, vous pouvez rester tout seul si ça vous fait plaisir, mais vous pouvez aussi vous mettre par deux. Ça vous évite d'attendre bêtement que ça se passe. Le voisin, ça vous dit. Donc j'aimerais que, il est bon d'avoir des stabilo en cours. Et les gens, c'est même pour les examens, etc. Donc j'aimerais que vous me repériez, donc on va commencer par le texte, donc vous avez 4 textes, regardez. Page 6, page 7, page 8, page 9. Premier texte, texte de l'Antiquité. Deuxième texte, c'est un texte de manuscrit. Ça doit être un texte de 13e. Oui,
13e, c'est l'image du monde, le texte 7. Le texte 8, c'est un texte de Daudet. Et un texte du 16e, d'un grand archiveur, humaniste. Et puis le texte 9, c'est le texte de Diderot. Donc on va essayer d'observer, on va observer la ponctuation dans chacun de ces textes. Donc allez, ça va très vite. J'aimerais que vous retiriez les ponctuels dans le texte de 1, de la page 6. Écrivez sur votre syllabique. C'est un outil de travail de syllabique. Donc vous repérez les ponctuels dans le texte 1 de la page 6. Vous pouvez numéroter les lignes, ce sera plus facile pour qu'on se retrouve quand on est riche. J'ai dit le premier texte, j'ai pas dit les autres. Alors, le premier texte, c'est fait. Bah oui, c'est fait. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé, mademoiselle? Alors, quelle ligne? Alors, la première, vous avez vu quoi, vous? Je ne vois pas, moi. Ah, le A? Oui. Ah bah oui, la majuscule, excusez-moi. Alors, c'est ce qu'on appelle une... Voilà. Donc, on a une lettrine, effectivement, c'est un signe de ponctuation. Et vous n'imaginez pas à quel point ces lettrines vont devenir véritablement structurants dans les textes 13e, 14e, de la cour et dans l'Union. Et puis, à la ligne 11, regardez, on ne sait pas trop. Il y a un tampon. Hein? Peut-être, oui. Enfin, regardez, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Après le Q. Après le Q, il y a un tampon. Oui. Quelle ligne? À la 11, Oui, au milieu. Et où aussi? à la 17. Là, enfin. Après un Q. Ah oui, vous avez raison. Je n'avais pas vu celui-là. Alors, on est dans un texte de l'Antiquité. Donc, on est en... Regardez, scripta continua. Là, on voit nettement, scripta continua. Donc, je vais remonter rapidement au IIIe siècle, avant Jésus-Christ. Vous avez des milliers de manuscrits dans la bibliothèque d'Alexandrie. D'accord? Et donc, les milliers de manuscrits sont écrits en majuscules, sans espace, ni ponctuation. Donc, je vous ai parlé de la scripta continua. La scripta continua, elle va poser avec son
les heures de gloire dès l'Antiquité et jusqu'au XIe siècle. Ce n'est qu'au XIe siècle qu'il n'y a plus de scripta continua, qu'on commence à séparer les mots et que la disposition du noir et du jaune sur la ligne prend une valeur signifiante. Donc, en fait, les textes ne se transforment en mots que quand ils sont vus à haute voix. Ils ne prennent vie, ils ne prennent sens, ces textes, c'est pour ça qu'on a la lecture oralisée, que lorsqu'ils sont lus à haute voix. Et c'est vraiment le lecteur qui se dit qu'il est à haute voix, qui doit trouver la fin des mots, des phrases, etc. Alors, Aristophane d'Alexandrie, est-ce que vous en avez entendu parler de celui-là? C'est un grammairien grec qui a été, surtout il est connu pourquoi cette famille-là, il a été directeur de la bibliothèque d'Alexandrie. Donc Aristophane d'Alexandrie, qui est le directeur de la bibliothèque, propose que les lecteurs annotent les manuscrits avec des points alignés en haut. C'est lui qui a proposé ça. Donc, il propose aux lecteurs, allez maintenant à la BNF annoter les manuscrits, d'annoter les manuscrits avec des points qui soient alignés en haut, au milieu ou en bas des lignes, en fonction de la pause. D'ailleurs, je ne connais pas les règles, mais enfin, une courte pause était indiquée par une pause longue, par exemple par un colon, un K-O-L-O-N ou C-O-L-O-N, ça j'y reviendrai. Bon, il y avait différents signes, si vous voulez, enfin, la position des signes varie en fonction de la pause. Et c'est à ce moment-là que la première forme de ponctuation est née. Et vous voyez que cette première forme de ponctuation, dans ce texte-là, on en a très peu. Les pauses, c'est au pauvre lecteur de les faire tout seul sans aide de la ponctuation. Mais en tous les cas, la seule fonction de la ponctuation dans les textes de l'Antiquité, c'est une fonction prosodique. C'est uniquement pour marquer des points. Vous ferez tout seul, ça nous avancera. Vous ferez tout seul les autres textes. Vous repérez les signes. Et j'aimerais que vous réfléchissiez à la valeur de ces signes. Essayez de voir, d'après vous, à quoi ça renvoie, etc. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine, je serai à la maison. Ou alors, ça circuler ce que je présente. Attends ou quoi? Ah oui, tu m'attends. Tu feras tes cours, quoi.